Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube ou à nous soutenir sur Patreon et à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Rashid Khalidi. Le professeur Khalidi est l'un des plus grands historiens mondiaux de la Palestine et de l'Asie occidentale moderne. Il est titulaire de la chaire Edward Said d'études arabes modernes à l'Université Columbia. Son ouvrage majeur, La guerre de 100 ans contre la Palestine, est un récit de référence sur la manière dont le colonialisme de peuplement, la politique des grandes puissances et la résistance palestinienne ont façonné la région. Nous sommes honorés de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Professeur Khalidi, bienvenue dans l'Inde et la gauche mondiale. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis professeur émérite, au fait. Oui, j'étais un peu confus, car il y avait ces articles dans les médias à propos de votre démission, et ensuite j'ai vu que vous enseigniez encore un cours, donc j'étais un peu perdu. Mais merci pour cette clarification. Professeur Khalidi, j'allais aborder le plan Trump, qui a été adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais si vous pouviez commencer par votre lecture de ce qui s'est passé en Palestine depuis l'échange de captifs du mois dernier. Nous entendons des rapports faisant état de raids et d'attaques constants à Gaza, y compris à l'intérieur de la ligne verte. Nous voyons une violence extrême de la part des colons et des forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ainsi qu'une vaste campagne de torture dans les prisons israéliennes. Pourriez-vous donc partager avec nos téléspectateurs vos réflexions sur ce qui s'est passé depuis la mise en place du cadre d'échange de captifs le mois dernier? Eh bien, vous avez décrit ce qui s'est passé, mais pour être plus précis, 280 Palestiniens, presque tous des civils, ont été tués par des quadricoptères israéliens, des frappes aériennes et d'autres bombardements dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du soi-disant cessez-le-feu. Cela fait 280 personnes en un mois, environ 10 par jour, je devrais dire. Nous avons maintenant vu, d'après des rapports des médias israéliens, qu'au moins 88 prisonniers palestiniens ont été torturés à mort, battus à mort ou morts de faim dans les prisons israéliennes. Selon les statistiques israéliennes et les chiffres du renseignement militaire, au moins les 2/3 de ces personnes étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec le Hamas. Ils ont été torturés, battus et morts de faim. Leurs corps ont été rendus dans le cadre de l'échange que vous avez mentionné. En ce qui concerne la Cisjordanie, comme vous le dites, il y a eu des pogroms menés par les colons et l'armée. L'idée que ces colons agissent de manière indépendante de l'armée est absurde. L'armée les protège et arrête les Palestiniens s'ils tentent de résister. Voilà donc ce que le soi-disant cessez-le-feu a produit au cours du mois écoulé. Et je voudrais vous demander, comment définissez-vous le soi-disant plan Trump qui a maintenant été adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies? Beaucoup disent que c'est un retour aux années du mandat. Je suis curieux, vous avez écrit sur les années du mandat dans votre livre, quelles sont vos réflexions sur ce plan? À première vue, il s'agit d'un protectorat américain accompagné de satellites américains, régionaux et autres, sur une partie de la Palestine. On pourrait l'appeler un nouveau mandat. Comme le mandat approuvé par la Société des Nations en 1922, il est sanctifié par un organisme international, mais en réalité, il sera, comme l'était le mandat britannique, un mandat ou un protectorat américain. Maintenant,
Je doute sérieusement qu'il soit jamais appliqué sous la forme dans laquelle il a été adopté au Conseil de sécurité, mais c'est du moins l'intention des rédacteurs américains de cette résolution. Le cabinet israélien, ses ministres Israël Katz, Ben Gvir, Bezalel Smotrich et Netanyahou lui-même déclarent ouvertement qu'ils ne permettront aucune création d'un État palestinien. La résolution des Nations Unies, cependant, stipule que si tout se déroule comme prévu, ils avanceraient dans la direction de la création d'un État palestinien. Je me demande si l'administration américaine agit avec une tromperie délibérée, en cherchant à duper le monde, ou si elle croit sincèrement qu'Israël accepterait une sorte de compromis tel qu'elle le perçoit à travers son propre prisme. Eh bien, je pense que c'est essentiellement un mirage, comme toutes les promesses d'un État. Les accords d'Oslo n'ont jamais réellement mentionné la création d'un État, l'autodétermination ou l'indépendance. Les puissants ont agité ce mirage devant les Palestiniens pour les enfermer dans une autre forme de cage, sous l'occupation militaire israélienne continue et le processus de colonisation en cours qui a commencé il y a plus de 100 ans. Je suppose que c'est l'intention ici. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais cela semble être ce qui est prévu, car dire un chemin vert pourrait signifier au pays imaginaire, dans des siècles, qu'il pourrait y avoir un État palestinien. Il n'est pas dit qu'à une date précise, un État souverain, contrôlant ses frontières, sera établi. Et il y a une grande différence entre parler d'un État qui impliquerait de mettre fin, à une date précise, à l'occupation militaire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui dure depuis 1967, et parler d'une voie vers un État palestinien. Encore une fois, ce qui n'est abordé nulle part, c'est la question de savoir comment gérer les 3/4 de millions de colons israéliens illégaux qui contrôlent la majeure partie de la Cisjordanie. Je veux dire, comment est-ce censé être réglé, exactement? À ma connaissance, personne n'ayant parlé d'un État palestinien au cours des dernières décennies n'a jamais évoqué la fin du contrôle sécuritaire absolu d'Israël, qui a toujours été le minimum exigé par Israël, ni la fin du processus de colonisation de la Cisjordanie, qui se poursuit à un rythme sans précédent sous le gouvernement actuel. Donc, sans mention de ces deux éléments et sans date précise pour mettre fin à l'occupation, c'est essentiellement de la fumée, des mirages, des absurdités. Je pourrais continuer. Donc, lorsque Donald Trump dit que cela apportera la paix et la prospérité à la région, vous dites qu'il sait que ce ne sera pas le cas et qu'il trompe simplement l'opinion publique. Je ne sais pas ce que pense Donald Trump. Il est très difficile de comprendre quoi que ce soit à ce que cet homme pense, étant donné le charabia qu'il produit chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il est à peine cohérent dans les meilleurs moments. Donc, ce qu'il pense réellement est absolument impossible à deviner. Ce que le plan semble vouloir, c'est attirer les Palestiniens dans une autre forme de subjugation, avec la promesse, à une date incertaine dans le futur, d'un chemin vers quelque chose, plutôt que quelque chose de concret et de solide à une date précise. Je veux dire, il y a une énorme différence entre dire que l'occupation prendra fin en 2028 ou 2029 ou peu importe, et dire que ce sera la résolution du projet colonial de peuplement. Et après cela, il y aura la souveraineté, le contrôle des frontières, et ainsi de suite. Parler d'une voie vers un État palestinien est essentiellement dénué de sens. Maintenant, ce qu'il entend par là, ce qu'il veut dire, je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas que quiconque le sache. Je ne pense pas que ses conseillers les plus proches aient la moindre idée de ce qu'il a en tête. Mais c'est un autre sujet. Ce que dit le document est assez clair. Il ne promet rien de précis, à aucun moment précis. Par conséquent, c'est flou et très probablement dénué de sens.
Je voulais discuter de deux clauses spécifiques du document. L'une concerne la reconstruction au cours des 2 prochaines années, et l'autre la soi-disant démilitarisation. Commençons par la partie sur la reconstruction. Pensez-vous sérieusement qu'il y aura une véritable reconstruction de Gaza, étant donné qu'Israël bloque déjà le strict minimum d'aide alimentaire nécessaire pour y entrer? Est-ce sérieux, tout ce discours sur la reconstruction? Je pense que nous mettons la charrue avant les bœufs ici. Pour parler de reconstruction, il faut parler de gouvernance et de sécurité. On ne peut pas avoir de reconstruction sans une forme de gouvernance et sans une forme de sécurité. Et cela nous amène, bien sûr, au désarmement et à la fin des attaques israéliennes incessantes et cruelles qui ont tué environ 10 personnes par jour depuis l'entrée en vigueur du soi-disant cessez-le-feu. Tant que ces questions ne sont pas traitées, il n'y aura pas de reconstruction. Pas de fin aux attaques israéliennes sauvages. Pas de résolution de la question des armes du Hamas. Pas de forme claire de gouvernance pour la bande de Gaza. Et parler de reconstruction n'est qu'un autre mirage. C'est encore de la fumée. Je veux dire, de quoi parle-t-il? Ils ont maintenant évoqué l'idée que dans les 53% de Gaza qui restent sous contrôle israélien, il pourrait y avoir une forme de reconstruction attirant des Palestiniens qui seraient sélectionnés par les Israéliens pour s'installer dans ces zones. Cela signifierait une nouvelle partition, encore une partition, de la bande de Gaza, si cela devait jamais se produire. Je ne pense pas que les pays que les États-Unis s'attendent à voir financer ce projet irréaliste, les pays du Golfe ou les Européens, accepteraient de soutenir une telle idée, qui implique la poursuite de l'occupation israélienne de plus de la moitié de la bande de Gaza. Je pense donc que parler de reconstruction, sans aborder la question de la gouvernance, de qui la financera, et au fond, de la manière de gérer le contrôle du Hamas sur près de la moitié de Gaza à l'heure actuelle, ainsi que la question de son armement, revient, comme je l'ai dit, à mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez dit « encore une autre partition ». On pourrait ajouter « encore une autre Nakba » avec cette nouvelle partition, étant donné qu'ils affirment qu'Israël soutient que la seule véritable solution pour Gaza est l'émigration volontaire. Ils procéderaient donc certainement à un immense nettoyage ethnique, ou du moins essaieraient de le faire. Ils essayent de faire ça depuis 2 ans. C'est exact. Je voulais parler de la résistance avec vous. Nous en avons discuté avec le professeur Ilan Pappé lorsqu'il était invité dans notre émission. Mais lorsque j'ai interrogé le professeur Norman Finkelstein à propos du Hamas et de la gouvernance à Gaza, il a répondu « Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Quand vous recevrez le professeur Rachid Khalidi, posez-lui ces questions, car il connaît ce sujet sur le bout des doigts. » Donc, pour nos téléspectateurs, il y a eu beaucoup de hasbara à propos du Hamas et de la résistance dans les médias occidentaux au cours des 2 dernières années. Depuis notre plateforme, nous avons toujours affirmé que le Hamas fait partie de la résistance au sens large et qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais pour nos téléspectateurs, pourriez-vous nous dire ce que fait le Hamas en dehors de la résistance? Quelle est la relation entre le Hamas et le peuple palestinien en matière de gouvernance? Et ainsi de suite. Je pense que ça serait utile pour les téléspectateurs de l'émission. Permettez-moi de parler d'abord de la résistance. L'occupation engendre inévitablement, nécessairement, toujours et partout la résistance. L'occupation et la colonisation sont les causes profondes de la violence qui s'ensuit. L'idée que la résistance soit en quelque sorte indépendante de l'occupation et de la colonisation est absurde. La cause de la violence, la cause de ce qu'on appelle le banditisme ou la criminalité, je veux dire, les différentes puissances occupantes ont utilisé des termes différents. Leur terme favori en Inde était le banditisme ou la dacoïté,
Leur terme favori en Irlande était la criminalité. Le terme israélien consacré est le terrorisme. C'est la même chose, la résistance à une puissance étrangère qui subjugue une population autochtone, qu'il s'agisse d'un colonialisme administratif, comme en Inde ou en Égypte, ou d'un colonialisme de peuplement, comme en Irlande ou en Palestine. Ces formes d'oppression engendrent inévitablement, nécessairement, toujours et partout la résistance. Il n'y a donc aucun intérêt à parler de résistance. La résistance est inévitable, qu'elle soit non violente, qu'elle prenne la forme de boycott, de démarches parlementaires, de violences, de manifestations, peu importe. La résistance est une conséquence inévitable de l'occupation et de la colonisation. Il n'y a pas lieu d'en discuter davantage. Les formes de résistance, elles, peuvent être débattues et discutées. Sont-elles stratégiques? Sont-elles intelligentes? Sont-elles morales? Sont-elles légales? Mais il y aura de la résistance, qu'elle soit légale ou illégale, morale ou immorale. Cela se produira, que ce soit en Algérie, en Afrique du Sud, en Irlande, en Palestine, en Inde, en Égypte, ou partout où il y a une domination coloniale, il y aura résistance. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'en discuter davantage. Et presque partout, on observe un éventail de formes de résistance, presque inévitablement. Exactement. Je veux dire, les Palestiniens ont principalement essayé la résistance non violente pendant la première intifada, et la violence qu'il y a eu se résumait à des pierres lancées contre des chars. Mais ça comprenait aussi des boycotts, des manifestations, toutes sortes de désobéissances civiles. La même chose s'est produite en Inde. Il y avait à la fois une résistance armée, des assassinats de fonctionnaires, entre autres, et des boycotts et des manifestations. Même chose en Irlande. Les Irlandais ont employé toute une gamme de tactiques. Ils ont retiré leurs représentants élus de Westminster, les ont amenés à Dublin et se sont proclamés le Dáil, le Parlement d'Irlande. C'était une résistance parlementaire. Ils ont également levé des fonds aux États-Unis et mené des activités diplomatiques. Ils se sont engagés dans des activités d'information et de propagande, ainsi que dans la lutte armée. Et c'est généralement le cas partout. En Algérie, en plus de la lutte armée dans les montagnes et dans les Casbahs, les Algériens avaient ce qu'ils appelaient une 7e wilaya, ou province en France, travaillant à la solidarité avec la révolution algérienne. C'était un travail d'information et diplomatique, ainsi qu'un travail d'organisation clandestine. Il existe donc différentes formes de résistance, et certaines sont meilleures que d'autres selon les cas. Je veux dire, chaque cas est évidemment complètement différent. L'Irak n'est pas l'Afrique du Sud, l'Inde n'est pas l'Irlande, et ainsi de suite. La Palestine n'est aucun de ces endroits. Mais la résistance est inévitable partout où il y a occupation et colonisation. Maintenant, l'autre partie de votre question concerne le Hamas. Vous savez, c'est une question complexe, car le Hamas, tout d'abord, représente une tendance de résistance armée qui, dès ses débuts en 1987, a été une réponse à l'abandon de la lutte armée par l'OLP. Il reflète une demande pour une position beaucoup plus étendue et militante que celle que l'OLP défendait à partir des années 1980. En réalité, même avant cela. C'est l'une de plusieurs tendances ou de plusieurs groupes qui ont plaidé pour la résistance armée et pour une attitude plus militante. Mais c'est la tendance dominante. Et c'est celle qui gouverne la bande de Gaza depuis 2007. Sa gouvernance n'a pas été particulièrement populaire. Si l'on regarde les sondages d'opinion, le Hamas est plus populaire en Cisjordanie, où il ne gouverne pas, que dans la bande de Gaza, où il gouverne. Car le Hamas comprend également un élément islamiste. Il ne s'agit pas seulement de lutte armée et d'une position plus militante. Il s'agit aussi d'une vision islamiste de l'avenir de la Palestine, qui n'est pas nécessairement partagée par tous les Palestiniens. Sa gouvernance a été autoritaire et répressive dans la bande de Gaza,
et cela, encore une fois, n'a pas été aussi populaire que le Hamas l'est dans les endroits où il n'a pas exercé le pouvoir. La dernière chose que je dirais à propos du Hamas, c'est que les États-Unis et Israël ont été absolument catégoriques dans leur refus d'inclure le Hamas dans toute tentative de règlement. Après les élections de 2006, pour le Conseil législatif palestinien, que le Hamas a remporté avec 43% des voix et une majorité de sièges, un gouvernement de coalition avec le Fatah a été formé. Les États-Unis, Israël et les Européens ont complètement refusé de traiter avec lui. Ce gouvernement avait été formé afin de négocier une solution à deux États. Le Hamas a accepté une solution à deux États en 2006-2007 et il l'a accepté à d'autres moments de son histoire. En 2017, il a modifié sa charte pour faire référence à une solution à deux États comme représentant un consensus palestinien. Or, le Hamas a tenu d'autres propos, la libération de toute la Palestine, du fleuve à la mer. Mais l'une des tendances au sein du Hamas a certainement été d'accepter certains aspects des accords d'Oslo, d'accepter la négociation avec Israël aux côtés du Fatah et d'accepter une solution à deux États. Cela a été catégoriquement bloqué par les États-Unis, l'Europe et Israël. Lorsque le sénateur Mitchell, qui avait contribué à négocier les accords du Vendredi Saint en Irlande, a tenté d'intégrer le Hamas au processus de négociation, dans la lignée de ce qu'il avait fait avec d'autres, avec l'IRA en Irlande du Nord et avec l'ANC en Afrique du Sud, il en a été empêché à la fois par l'administration et par le Sénat. Je pense donc que cela devrait être pris en compte dans toute compréhension du Hamas. En plus de leur dévouement à la lutte armée, il y a eu un autre élément. Et les membres du Hamas qui ont défendu cette approche ont souvent été la cible d'assassinats par Israël, afin de pousser le Hamas vers la militance, justifiant ainsi, ou contribuant à justifier, le refus d'Israël de parler à quiconque, en aucune circonstance, de quoi que ce soit. C'est essentiellement la position israélienne depuis qu'Ehud Olmert a quitté le gouvernement il y a presque 18 ans. Aucune négociation avec les Palestiniens, quelles que soient les circonstances, sous prétexte de dire « Oh, regardez le Hamas ». Sarah Roy, dans son livre, je crois qu'il s'intitule Hamas and Civil Society ou quelque chose comme ça, parle de la gouvernance du Hamas. D'après ce que j'ai compris de l'ouvrage, elle distingue la résistance et l'activité militaire du Hamas du type de gouvernance qu'il exerce. Dans ce cadre, elle inclut les activités de construction communautaire du Hamas. Elle dit qu'il y a un pilier religieux, mais que ce n'est pas tout. Il y a aussi des activités sociales, de développement communautaire, des travaux civils et publics, etc. Peux-tu parler un peu de la gouvernance du Hamas? Parce que tu as dit que le Hamas n'est pas nécessairement populaire à Gaza, là où il gouverne. En Cisjordanie. Alors, si vous pouviez préciser un peu plus cela. Le Hamas est issu des frères musulmans. Les frères musulmans ont toujours défendu, quelles que soient les autres orientations qu'ils ont pu suivre, la construction communautaire et le renforcement de la foi au sein de la communauté. Ils possèdent donc à la fois un pilier social et un pilier religieux, ainsi qu'un pilier militant, si l'on veut le formuler ainsi. Cela a également été une caractéristique du Hamas. La tendance islamique dans la bande de Gaza était anti-militante et opposée à la lutte armée jusqu'aux années 1980, se concentrant uniquement sur le développement de la communauté et le renforcement de la foi parmi les Palestiniens de la bande de Gaza et d'ailleurs. Elle s'est ensuite tournée vers la lutte armée, et c'est à ce moment-là que le Hamas est né. Mais il est né d'une tendance au sein des frères musulmans, principalement consacrée à l'activité religieuse et sociale. En Égypte, les frères musulmans se sont pendant de nombreuses années
concentré sur cet aspect plutôt que sur la lutte armée. Ainsi, la confrérie a connu des périodes où elle s'est engagée dans des assassinats et autres actions similaires, et d'autres périodes où elle a renoncé à la lutte armée et au militantisme, suivant une voie plus parlementaire, sociale et religieuse. Le Hamas a connu la même évolution à différents moments, ou a conservé ces éléments tout au long de son histoire depuis 1987. Je voulais vous interroger à propos de l'autorité palestinienne, AP, étant donné que le plan de Trump lui accorde pratiquement tout. Bien sûr, Israël n'est même pas prêt à donner à l'AP un rôle en Palestine, car je crois que le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, a déclaré que si l'autorité palestinienne évoquait la création d'un État palestinien à Gaza, ils arrêteraient Mahmoud Abbas. Donc évidemment, ils ne sont même pas prêts à concéder cela. Mais beaucoup, au sein du mouvement de solidarité avec la Palestine, ne considèrent plus l'AP comme faisant partie de la résistance. J'ai reçu Ramzi Baroud et je lui ai demandé ce qu'il pensait des divisions au sein du mouvement palestinien. Il m'a répondu qu'il ne voyait pas de division dans le mouvement. Il ne considère même pas la paix, ni une grande partie de la direction, comme faisant partie de la résistance. Je suis curieux de savoir comment vous décririez ou définiriez la paix et comment elle s'inscrit dans la résistance à Gaza et en Palestine. Je veux dire, c'est une question complexe, car il faut remonter aux origines de l'autorité palestinienne dans les accords d'Oslo. J'ai beaucoup écrit à ce sujet, et j'ai moi-même participé aux négociations qui ont précédé celles d'Oslo. La délégation que je conseillais a essentiellement refusé d'accepter l'accord auquel la direction de l'OLP a consenti à Oslo, car selon nous, selon la plupart des membres de la délégation, et selon moi-même, cela revenait à un contrôle israélien permanent sur les territoires occupés. Et c'est essentiellement ce que la direction de l'OLP a accepté. Un rôle subordonné à Israël au sein d'un régime de sécurité contrôlé par Israël, dans lequel la colonisation se poursuivrait et où l'autorité palestinienne servirait à protéger à la fois les colons, l'armée israélienne et les citoyens israéliens. Elle a donc en substance adopté un rôle de collaborateur dès le départ. Ce n'était pas leur intention. La direction de l'OLP, je crois, pensait pouvoir transformer cela en un État. Ils se sont complètement trompés. Il n'y avait aucun fondement à cette fausse hypothèse. J'ai pensé que c'était l'une des plus grandes erreurs de l'histoire palestinienne. Mais ce qu'ils pensaient obtenir n'était certainement pas ce qu'ils ont fini par obtenir. Cependant, c'est ce qu'ils ont fini par obtenir, un sous-traitant de l'occupation israélienne. Et je dirais que cela signifie que l'autorité palestinienne n'a pratiquement aucune légitimité, car personne n'accepte l'occupation israélienne. Et certainement pas un groupe de collaborateurs qui travaillent en substance à protéger ou à aider à protéger l'occupation et la colonisation israélienne. Cela dit, l'autorité palestinienne fournit également une variété de services, déchargeant ainsi la puissance occupante Israël de l'obligation de fournir ces services. Et en offrant des services éducatifs, de santé et autres, elle a réussi à créer de clientèle, si l'on peut dire, parmi les Palestiniens qui dépendent de l'autorité palestinienne pour leur salaire. Et l'autorité palestinienne, à son tour, dépend des donateurs étrangers ou du bon vouloir des Israéliens de laisser circuler les recettes fiscales vers elle, ce qui signifie qu'elle est totalement dépendante et sous contrôle extérieur. Donc je pense qu'il est probablement inexact de dire que le Fatah, l'OLP et l'autorité palestinienne ne font pas partie du mouvement national palestinien. Ils en font partie, mais ils appartiennent à une composante du mouvement qui, malheureusement, a accepté des conditions les rendant complices de l'occupation et de la colonisation. Et c'est un problème. Ce phénomène n'est pas propre à la Palestine. L'idée qu'il existe des éléments qui collaborent avec l'occupation et la colonisation.
Je veux dire qu'en Inde, en Égypte, en Irak, en Irlande, dans de vastes parties des mécanismes de gouvernance de ces pays, en Algérie et ailleurs, une grande partie des structures administratives des puissances coloniales étaient composées de collaborateurs autochtones, locaux, indigènes, qui n'étaient pas un petit groupe isolé. Dans de nombreux cas, ils constituaient une proportion importante de l'élite travaillant avec la puissance coloniale. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas unique. Et l'idée que, d'une certaine manière, mon Dieu, ce serait une déviation du bon chemin, c'est vrai du point de vue des objectifs nationaux, mais c'est pas vrai du point de vue de la nature historique de la colonisation. Celle-ci a toujours besoin de subalternes autochtones, indigènes, prêts à collaborer. On ne peut pas avoir un Anglais qui dirige tout. Donc, avoir un Indien, un Irakien, un Palestinien, ou quel qu'il soit, est absolument nécessaire. Juste pour revenir sur le point selon lequel la direction de l'OLP n'a pas vu venir ce qui allait se passer. Je suis curieux, étant donné votre propre implication et le fait que vous ayez observé ces processus de près. Bien sûr, avec le recul, il est plus facile pour nous de juger que pour les acteurs historiques eux-mêmes. Il est donc très facile pour nous de dire « Oh, on aurait pu facilement voir à travers ce processus de chantage à Oslo ». Mais je suis curieux de connaître votre avis sur les raisons pour lesquelles des personnes comme Arafat et la direction de l'OLP, ce sont de vraies personnes, de vrais acteurs, ont échoué. Avec le recul, nous pouvons les juger négativement ou sévèrement sous certains aspects. Mais c'étaient les gens sur le terrain. Ils savaient tout. Ils connaissaient l'histoire. Ils venaient du peuple lui-même. Pourquoi ont-ils échoué? Tu as dit qu'ils étaient sur le terrain. Ce sont des personnes qui n'avaient pas été en Palestine depuis le milieu des années 1960. Donc ils n'étaient pas sur le terrain. Ils n'avaient pas vu l'entreprise coloniale dans laquelle Israël s'était engagé dès le moment où il a occupé la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ils n'avaient pas vu en détail la nature du régime qu'Israël avait instauré pour contrôler les Palestiniens. Ils n'avaient été témoins d'aucune de ces choses pendant des décennies, entre 1967 et 1993 ou 1995, lorsqu'ils sont finalement revenus. C'est une très longue période, presque 30 ans, pendant lesquels ils n'étaient pas sur le terrain. Ainsi, la délégation qu'ils ont choisie et envoyée à Madrid et à Washington était principalement composée de personnes qui avaient été sur le terrain et comprenaient parfaitement que les conditions, les seules qu'Israël était prêt à offrir, ne mèneraient pas, ne pourraient pas, en aucune circonstance, à la création d'un État palestinien. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté les propositions qui avaient été avancées, en substance, celles que l'OLP a ensuite acceptées. Le fait de ne pas être sur le terrain faisait donc partie du problème. Et vers le milieu des années 1990, lorsque ces accords ont été conclus, les personnes de l'OLP qui disposaient des meilleures informations sur la situation sur le terrain avaient déjà été assassinées par les Israéliens. Abu Jihad, qui était l'homme responsable des territoires occupés au sein du Fatah et de l'OLP, avait été assassiné par les Israéliens à Tunis de nombreuses années auparavant. Ainsi, le premier élément, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Je veux dire, j'ai vu certaines de ces personnes après leur retour en Palestine, et j'ai essayé de partager certaines de mes préoccupations. Ils n'en avaient aucune idée. Je peux vous dire personnellement, d'après mes conversations avec Arafat et avec Abu Mazen, qu'ils vivaient dans une réalité parallèle. Ils ne comprenaient pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont supposé que le type de négociation après négociation qui suivrait les accords qu'ils avaient signés sur la pelouse de la Maison-Blanche en septembre 1993 et par la suite pourrait être façonné et modelé
de manière à aboutir à quelque chose de différent de ce qu'ils avaient réellement signé auparavant. Et cela reposait sur leur expérience des relations avec les régimes arabes. Eh bien, c'est une chose de traiter avec des régimes arabes. C'en est une autre de traiter avec la plus grande superpuissance de l'histoire et son allié Israël. On ne peut pas jouer avec ces gens-là. On ne peut pas bricoler les accords que l'on a conclus avec eux. On ne peut pas se sortir d'une situation par la parole quand on a négocié et signé un accord. Et cela, à mon avis, a été une erreur fatale. Il est faux de dire que personne ne pouvait le prévoir. Edward Said l'avait vu dès 1993. Il avait dit « c'est un Versailles palestinien ». J'ai écrit une tribune dans le New York Times en septembre 1993, dans laquelle je n'ai pas prédit toutes les misères qui allaient suivre. Mais j'ai exprimé mon profond scepticisme. Je savais que cela ne fonctionnerait pas. Et je crois que c'était aussi l'avis de la plupart des membres de la délégation palestinienne que l'OLP avait choisi et envoyé à Madrid et à Washington. La plupart d'entre nous, du moins, savions parfaitement que c'était une erreur. Ce n'est donc pas seulement une question de recul, et pas seulement une erreur fatale. D'accord. Je voulais vous poser rapidement quelques questions sur la géopolitique, puis terminer en revenant sur le génocide. Si je le peux, j'aimerais connaître votre avis sur l'abstention de la Russie et de la Chine lors de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ceux qui sont favorables à la Russie et à la Chine affirment que les États-Unis ont menacé qu'un veto, quel qu'il soit, n'apporterait que plus de misère et de dévastation aux Palestiniens. Ceux qui se solidarisent avec la Palestine estiment que c'était une grave erreur et qu'il n'y a aucune excuse. La Chine et la Russie auraient dû opposer leur veto. Ils se sont dérobés à ce qu'ils auraient pu faire. Je me demande ce que vous pensez de l'abstention de la Russie et de la Chine et du fait qu'elles n'aient pas opposé leur veto à cette résolution. Je pense que lorsqu'on parle de géopolitique, il faut prendre en compte le niveau d'investissement réel de chaque grande puissance dans cette région. Avec tout le respect dû à la Russie et à la Chine, leurs investissements au Moyen-Orient sont minimes. Ce ne sont pas des zones prioritaires pour eux. Il en va de même pour d'autres grands pays comme l'Inde, le Brésil ou l'Indonésie. Ce ne sont pas des régions de préoccupation stratégique majeure pour aucun pays au monde, à l'exception des États-Unis et dans une moindre mesure de l'Europe occidentale, pour des raisons énergétiques et stratégiques. Le Moyen-Orient relie ses puissances au reste du monde. Certes, il relie aussi la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres au reste du monde, mais ils n'y ont pas de véritable présence stratégique. Je veux dire, la Chine dispose peut-être de quelques navires-guerres. La Russie peut avoir quelques navires dans l'océan Indien et quelques bâtiments de guerre en Méditerranée. Les États-Unis, eux, disposent de 2 flottes, de dizaines de bases et de dizaines de milliers de soldats, d'aviateurs et de marins répartis dans tout le Moyen-Orient, et cela depuis 1942. Les États-Unis sont la puissance militaire, politique et économique dominante de la région depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, parler de la Russie et de la Chine dans le même souffle, ou de toute autre grande puissance comme celle que j'ai mentionnée, comme si elles étaient à égalité avec les États-Unis, est trompeur. Elles ne le sont pas. La Chine est une puissance économique immense, mais ses intérêts au Moyen-Orient sont infiniment moindres que ceux des États-Unis. Qu'ils aient opposé leur veto ou non, les États-Unis demeurent la puissance dominante au Moyen-Orient. C'est la réalité. On peut certes parler du déclin de la puissance américaine au fil du temps, mais il s'agit là d'un temps historique. Nous ne parlons pas de 1925 à 1926, mais de décennies peut-être. Cela peut être le cas. Je pense que c'est possible, mais ce n'est pas le sujet ici. Le point essentiel, c'est que ce qui s'est passé en 1925
reflète un équilibre des forces qui en réalité n'a pas changé. Même pendant la guerre froide, lorsqu'il existait une sorte de simulacre d'égalité entre les deux grandes superpuissances, les États-Unis étaient infiniment plus puissants, toujours, à tous égards. Je pense donc qu'il est inutile, franchement, de s'attarder sur les détails de telle ou telle résolution du Conseil de sécurité. Les États-Unis seront l'acteur décisif dans cette affaire, que cela nous plaise ou non, et que les Chinois ou les Russes opposent ou non leur veto, leur rôle restera bien moindre que les États-Unis. Alors, les États-Unis vont-ils l'emporter? Leur puissance ne les a pas conduits à l'emporter par le passé, dans des endroits comme l'Afghanistan ou l'Irak. Franchement, je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné ici. Je ne vois pas comment ils vont convaincre qui que ce soit de faire une partie du sale travail qu'ils veulent voir accompli vis-à-vis du Hamas, de la reconstruction, et ainsi de suite. Les États-Unis sont heureux d'orchestrer, mais ils n'enverront pas de troupes américaines, ni ne dépenseront de dollars américains à Gaza. Qui va le faire à leur place? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à ces deux questions, l'argent et les soldats. Et sans ces deux éléments, une grande partie de ce que contient cette résolution est totalement dénuée de sens. Donc opposer ou non un veto à la résolution n'est pas, à mon avis, la question essentielle. Étant donné la place centrale des États-Unis dans la région et dans la question palestinienne, je me demande ce que vous pensez du changement que nous avons observé depuis le génocide dans l'opinion publique américaine, en particulier chez les jeunes Américains, mais aussi au sein d'une large partie de la population juive. Et comme vous l'avez dit, nous ne parlons pas du très long terme, lorsque l'Empire américain pourrait décliner complètement. À ce moment-là, nous pourrions peut-être envisager d'autres cadres. Mais à court terme, alors que les États-Unis demeurent la puissance dominante dans la région, il me semble que les pressions internes seraient l'un des facteurs importants. Comment percevez-vous cela, en tant que spécialiste de la région et en tant qu'Américain vous-même? Comment voyez-vous ces évolutions, ces changements dans l'opinion publique aux États-Unis? Êtes-vous optimiste à leur sujet? Oui, je crois qu'il y a eu un changement radical dans l'opinion américaine sur Israël et la Palestine. Ce changement a été accéléré de manière remarquable par le génocide des 2 dernières années. Les horreurs diffusées en direct ont produit des images qu'on ne peut plus effacer, surtout pour la génération de moins de 50 ans environ, qui ne prête absolument aucune attention à la propagande mensongère des grands médias d'entreprise. Ils ne la regardent pas, ne la lisent pas, ne la connaissent pas et ne s'en soucient pas. Ils s'informent par des sources alternatives, indépendantes ou issues des réseaux sociaux. Pour cette génération, ils ont vu des choses qui ont prouvé que tout ce qu'on leur avait jamais dit sur Israël était un mensonge écœurant. Et cela ne changera pas. Aujourd'hui, ils ne possèdent pas la majeure partie du capital. Ils ne contrôlent pas la plupart des institutions. Ils ne dominent pas l'élite politique des États-Unis, du moins les personnes de moins de 50 ans. Ce sont surtout les plus de 50 ans qui possèdent tout, qui contrôlent les fondations, les universités, les médias, et ainsi de suite. S'attendre à un changement simplement parce que de larges majorités dans presque toutes les catégories démographiques ont énormément évolué est irréaliste. Il faudra du temps pour que ces changements dans l'opinion publique aient un effet sur la politique, ou plus important encore, sur les sommets de l'économie. Je veux dire, la propriété est principalement entre les mains de personnes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine. Et ces personnes sont réactionnaires. Elles sont conservatrices, elles sont pro-israéliennes, indépendamment de tout le reste, presque instinctivement pro-israéliennes. C'est ancré en elles. On leur a menti toute leur vie et elles ont été soumises à la propagande toute leur vie.
et cela ne changera pas. Maintenant, beaucoup de personnes de plus de 50 ans ont changé. Le fait est que la plupart ne l'ont pas fait, tandis que la majorité des moins de 50 ans ont changé de manière remarquable. Je veux dire, les chiffres sont stupéfiants, et ce changement est en cours depuis de nombreuses années. Mais il a été accéléré par le fait d'assister à un génocide diffusé en direct. Maintenant, cela peut-il être inversé? Cela peut être partiellement inversé, bien sûr. Le projet sioniste, l'État d'Israël et tous leurs alliés aux États-Unis travaillent d'arrache-pied, dépensant des centaines de millions de dollars pour tenter de renverser cette tendance. En achetant des influenceurs, en achetant TikTok, ou en essayant d'acheter TikTok, en achetant CBS, en essayant d'acheter CNN, ils feront tout leur possible pour inverser cela, pour rétablir et réinstitutionnaliser le tissu de mensonges, de tromperies, de distorsions et de demi-vérités qui composent le récit sioniste. Et ils réussiront jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas faire en sorte que les gens oublient ce qu'ils ont vu. La jeune génération a changé, elle a changé il y a longtemps. Je veux dire, nous nous en sommes rendus compte sur les campus américains lorsque des étudiants de grandes universités ont voté pour le désinvestissement des entreprises soutenant l'occupation israélienne il y a 8, 6, voire 10 ans. Cela s'est produit à Columbia il y a 6 ou 7 ans, bien avant le génocide. Cela s'est produit à Brown, cela s'est produit au Michigan, cela s'est produit dans de grandes universités américaines, prestigieuses, publiques comme privées, il y a plusieurs années. Le changement dans le monde universitaire a eu lieu il y a de très nombreuses années. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut plus dire dans le cadre d'une recherche académique respectable, alors qu'elles étaient des vérités convenues dans les années 40, 50, 60, 70 et 80. Des choses que personne, même les sionistes modérés, n'oserait dire aujourd'hui. Leurs dirigeants les ont fait partir, transformant un désert en un paradis florissant. Toutes ces absurdités. Plus personne n'y croit. La toute petite Israël. C'étaient des dogmes qu'on ne pouvait contester sous aucun prétexte, jusqu'aux années 80 ou 90. Ces idées ont volé en éclats au cours de la dernière décennie ou des 15 dernières années pour un nombre croissant de personnes. Cela ne changera pas. Maintenant, quand la politique changera-t-elle? Ah, c'est une autre question. Cela commence. Lorsque vous avez une majorité de sénateurs démocrates votant pour couper les livraisons d'armes à Israël, vous avez assisté à un événement qui ne s'était jamais produit dans l'histoire des États-Unis depuis qu'ils ont commencé à armer Israël dans les années 1960. Lorsque vous avez des républicains MAGA critiquant Israël, vous avez quelque chose qui ne s'était jamais produit au sein du Parti républicain depuis qu'il s'est aligné sur un soutien total à Israël. Lorsque vous avez une majorité d'Américains, un nombre croissant d'Américains, plus sympathiques aux Palestiniens qu'à Israël, vous avez quelque chose qui ne s'était pas produit depuis Woodrow Wilson. Ce sont, je veux dire, des changements extrêmement significatifs, et ils ont eu des effets politiques. Des responsables politiques, les uns après les autres, ont fièrement annoncé qu'ils ne prendraient pas d'argent de l'AIPAC, y compris certains républicains. Je veux dire, c'est de la politique. C'est réel. C'est le début d'un changement politique. Ce n'est que le début. Et c'est un changement parmi des élus dont l'impact sur la politique étrangère est presque nul. L'exécutif a pris le contrôle de la politique étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale, en réalité. Les déclarations de guerre et le contrôle du Sénat ou du Congrès sur quoi que ce soit ont disparu il y a plus de 2, peut-être 3 générations. Les guerres ont été menées par l'exécutif sans aucune contribution du Congrès. Ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et Trump nous conduit vers un rôle encore plus autoritaire de l'exécutif que jamais auparavant, même en temps de guerre,
lorsque l'exécutif prenait pratiquement le contrôle de tout. L'économie américaine était dirigée par l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était le cas dans toutes les démocraties en temps de guerre. C'était vrai pour la France pendant la Première Guerre mondiale, pour la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, et même pour les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était vrai pour la Grande-Bretagne et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est un exécutif encore plus affirmé. Ainsi, un changement parmi les responsables élus ne modifiera pas nécessairement la politique étrangère. Et un changement dans l'opinion publique ne changera pas non plus la politique immédiatement. L'opinion publique s'est retournée contre la guerre en Irak en moins d'un an après que George W. Bush l'a déclenchée. Il l'a commencé au printemps 2003. Si l'on regarde les sondages, l'opinion publique avait changé d'ici la fin de 2004. Il a fallu encore 9 ans pour mettre fin à l'implication américaine en Irak, et il y a encore des troupes sur place. Il en va de même pour la guerre du Vietnam. L'opinion publique est passée, quelque part au début des années 1960, d'un soutien général à une opposition vers la fin de la décennie, autour de 1968 ou 1969. Mais il a fallu encore 7 ou 8 ans avant que les États-Unis ne quittent le Vietnam. Ainsi, les changements d'opinion publique ne se traduisent pas automatiquement par des changements de politique. Mais je pense que nous suivons une trajectoire où cela pourrait devenir possible à un moment donné. Ted British. Mais dans quelle mesure cela changera-t-il? Jusqu'où l'exécutif pliera-t-il? Et dans quelle mesure l'establishment de la politique étrangère, qui est presque unanimement pro-israélien, hommes et femmes confondus, évoluera-t-il? Voilà la question. Les personnes critiques à l'égard d'Israël au sein de cet establishment, la liste des centaines, voire des milliers de personnes ayant servi dans la communauté du renseignement, les hauts rangs de l'armée, le département d'État, le Conseil de sécurité nationale, celles qui occupent une position critique envers Israël, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ces gens-là ne changent pas. Leur position instinctivement pro-israélienne ne changera pas. Donc cela prendra du temps, à mon avis. Mais je pense que le processus a commencé. L'opinion publique est le début d'un changement. Combien de temps cela prendra-t-il? Et si cela changera tout, c'est une autre question. Better Paladiv. Professeur Khalidi, pourriez-vous parler un peu de la manière dont vous évaluez le rôle des autres États ou nations arabes pendant ce génocide? Quiconque lit votre livre peut voir qu'il existe un cadre critique solide autour de l'idée de génocide. Le rôle historique que les États arabes ont joué vis-à-vis du mouvement palestinien a toujours privilégié leur propre stabilité et leurs relations avec les grandes puissances. D'abord avec le Royaume-Uni, puis avec les Américains. Il existe des débats autour de ce cadre. Certains disent que toutes les nations arabes sont des collaboratrices, qu'elles ne veulent pas offenser les États-Unis, qu'elles ont de l'influence et pourraient agir mais ne le font pas. D'autres vont trop loin dans la direction opposée, rejetant toute la faute sur les États arabes, ce qui n'est pas exact non plus. Ainsi, pourriez-vous préciser quel est le bon cadre pour comprendre le rôle des États arabes dans ce génocide en cours? Eh bien, je pense que vous avez correctement décrit la relation des États arabes avec les grandes puissances. Ils se préoccupent toujours bien davantage de leur relation avec ces grandes puissances que de la Palestine, de la sécurité de leur régime ou d'autres questions. Cela a toujours été le cas pour la plupart des gouvernements arabes. Pas pour tous, ni tout le temps, mais pour la majorité, la plupart du temps. C'était déjà le cas à l'époque, et malheureusement, cela allait rester pendant ce génocide. Ils ont donné la priorité à d'autres choses, plutôt qu'à la fin du génocide, ce qui aurait exigé une position beaucoup plus ferme à l'égard d'Israël
et une attitude bien plus décisive et unie vis-à-vis des États-Unis. Au lieu de cela, chacun a agi pour son propre avantage individuel, plutôt que d'essayer de s'unir et de présenter un front commun, ce que, à différentes époques dans le passé, les États arabes ont parfois réussi à faire, avec plus ou moins d'efficacité. À l'exception du Yémen, je considère que la conduite des gouvernements arabes a été honteuse. Le massacre d'au moins une centaine de personnes par jour pendant 740 jours. Nous ne connaissons pas le bilan complet, nous ne le saurons pas, et cela ne concerne que ceux qui ont été tués par les Israéliens. Nous ne parlons pas des personnes mourant de blessures non soignées, faute de soins médicaux, ni de celles succombant à des maladies dont elles n'auraient pas dû mourir. Le taux de mortalité est donc bien plus élevé que les 70 ou 80 000 personnes tuées directement par Israël. Ainsi, leur comportement a été déséquilibré, honteux. La seule chose que j'ajouterais, c'est que pour des raisons pas toujours entièrement honorables, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite, au début du conflit et pratiquement tout au long de celui-ci, ont refusé de se plier aux exigences d'Israël visant à participer au nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Il s'agissait d'une demande américano-israélienne en octobre 2023. Nous disposons d'un rapport du Bureau de la gestion et du budget adressé au Congrès, montrant ce que l'administration réclamait, notamment des fonds destinés aux personnes expulsées de Gaza. Et le secrétaire d'État Blinken a couru partout, jouant le rôle de messager d'Israël au Caire, à Amman et à Riyad, demandant au gouvernement arabe de participer au nettoyage ethnique d'Israël que les États-Unis allaient contribuer à financer. C'était donc une proposition israélo-américaine que pour des raisons qui n'étaient pas entièrement honorables, mais qui se sont révélées finalement assez positives, les trois gouvernements ont refusé de suivre. Je pourrais entrer dans les détails, mais je pense que cela joue en leur faveur. Je dirais donc que dans l'ensemble, leur comportement, tous, à l'exception du Yémen, a été honteux, scandaleux. Permettre que leurs frères et sœurs soient massacrés à ce rythme, pendant une période aussi longue, aurait dû être inacceptable pour tout gouvernement arabe, aussi faible soit-il, aussi dépendant soit-il, aussi dépourvu de légitimité intérieure soit-il. Et l'on peut continuer encore et encore à parler des excuses. Ils pouvaient et devaient faire bien davantage. Je veux dire, rompre les relations avec Israël, arrêter l'envoi de nourriture vers Israël, aller beaucoup plus loin pour durcir leur position vis-à-vis d'Israël, aurait pu et aurait dû être fait au minimum. Adopter une position unifiée vis-à-vis des États-Unis en disant « Voici notre ligne rouge, nous n'accepterons rien de moins » aurait été possible et aurait dû être fait. Donc je ne dis pas que ce qu'ont fait l'Égypte et la Jordanie avec le soutien de l'Arabie saoudite, parce que Blinken est allé en Arabie saoudite et a essayé d'obtenir l'adhésion des Saoudiens à cela. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était suffisant, mais cela mérite d'être mentionné, car c'était une position maintenue de façon continue par ces deux gouvernements avec l'appui des Saoudiens. Nous ne participerons en aucun cas à un nettoyage ethnique. Nous ne permettrons pas que des masses de Palestiniens soient déportés sur notre territoire. Maintenant, ils l'ont fait pour des raisons de sécurité du régime. Ils l'ont fait pour diverses raisons qui n'étaient pas nécessairement honorables. Mais le résultat final, à mon avis, mérite d'être mentionné, et c'est une position qui a été maintenue jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, Israël essaie de faire cela depuis le début, et l'Égypte comme la Jordanie ont catégoriquement refusé. Donc je dirais que comme cela a été le cas par le passé, comme vous l'avez dit, en fait, la plupart du temps, ce sont des gouvernements bien plus soucieux de rester dans les bonnes grâces des États-Unis et de ne pas fâcher les Israéliens dont ils ont très peur, plutôt que de faire ce qui est juste pour les Palestiniens.
Je voudrais conclure en revenant sur l'opération Al-Aqsa du 7 octobre. Je sais que c'est une question très difficile, étant donné que nous sommes des acteurs historiques qui ne bénéficient pas encore du recul du temps. Dans votre livre, vous évoquez la grande révolte de 1936 à 1939 et la manière dont, pour des raisons malheureuses ou en raison de certains rapports de force, elle s'est terminée très négativement à court terme. Compte tenu de tout cela, et nous avons nos propres histoires, comme la grande révolte de 1857, par exemple, toutes ces insurrections ont été suivies de vastes mouvements réactionnaires, tout comme les grandes rébellions des personnes réduites en esclavage aux États-Unis ont toujours été suivies de contre-révolutions massives. Mais si je puis vous poser la question, comment évaluez-vous la rébellion du 7 octobre? Y a-t-il une manière pour vous d'y répondre? Je veux dire, j'adopterais la position qu'aurait soi-disant prise Zhou Enlai lorsqu'on lui a demandé, je crois, son avis sur la Révolution française. Il a dit « il est encore un peu trop tôt pour le dire ». Et en effet, il est vraiment trop tôt pour le dire. Les aspects négatifs, eux, sont parfaitement clairs. Il s'agissait d'une action entreprise délibérément, sans l'approbation du peuple palestinien. Elle a probablement été décidée, dans une certaine mesure, sans l'accord de l'ensemble de la direction du Hamas, et encore moins des autres composantes de la direction palestinienne. Elle reposait sur des hypothèses erronées. On a supposé que les Palestiniens et les alliés du Hamas se soulèveraient à un niveau qui conduirait à un succès bien plus grand que celui obtenu. Cela a entraîné le sacrifice de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de vies palestiniennes. Je ne pense pas qu'aucun des martyrs qui ont donné leur vie au cours de ces 2 années ait volontairement consenti à mourir pour l'opération déluge d'Al-Aqsa. Je pourrais continuer avec les aspects négatifs. Je veux dire, cela a conduit à l'occupation de la moitié de la bande de Gaza. Je ne suis pas sûr qu'Israël quittera ce territoire avant très longtemps. Est-ce une bonne chose? C'est presque toutes les terres agricoles de Gaza, et ce sont plusieurs communautés qui ne seront peut-être jamais repeuplées. Donc du côté négatif du bilan, on peut continuer à ajouter des éléments. D'un autre côté, je ne suis pas entièrement certain que l'effondrement de l'image publique d'Israël aurait pu se produire aussi rapidement sans cette opération. Je pense que l'implication des États-Unis, d'une manière qui a clairement mis mal à l'aise la droite israélienne, pourrait avoir des conséquences que personne n'aurait prévues. Et je pense que le retardement du processus de normalisation, qui semble avoir été l'un des objectifs de cette opération, entre les États arabes et Israël, appartient certainement à l'autre colonne du bilan. Il ne fait aucun doute que la position de l'Arabie saoudite s'est durcie, que les positions d'autres gouvernements se sont durcies, et même les Émiratis, qui ont été les plus dociles face à tous les souhaits d'Israël, ont considérablement durci leur position. Je ne suis pas sûr que cela valait le sacrifice de 70, 80, 90 000 personnes, mais on peut certainement inscrire cela de l'autre côté. Et enfin, je ne pense pas que cette opération mènera nécessairement. Je ne pense pas que toute la répression à laquelle Israël et les États-Unis se sont livrés depuis le 7 octobre aboutira à l'élimination du contrôle du Hamas sur Gaza. Je veux dire, ils pourraient en fait échouer dans leur objectif principal. Je ne sais pas. Il est trop tôt, encore une fois, trop tôt pour le dire. Je ne vois pas très bien qui pourrait aller déloger le Hamas des 47% de Gaza qu'il contrôle encore. Je ne pense pas que les Israéliens puissent le faire. Ils sont déjà entrés dans la plupart de ces zones à plusieurs reprises depuis le 7 octobre. Ils ont occupé la ville de Gaza encore et encore. Ils y sont toujours. Donc il est trop tôt pour le dire. Il ne fait aucun doute que ce genre de choses se produisent pour des raisons qui... Eh bien, vous savez, 1857.
Quels étaient les déclencheurs de 1857, 1936 en Palestine? Quels étaient les déclencheurs à ce moment-là? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Nous poserons ces questions dans 20, 30 ans. Les gens poseront ces questions dans 20, 30 ans. Il se peut qu'une explosion de ce genre ait été inévitable. Je veux dire, quand on met des gens dans une cocotte minute, tôt ou tard, elle finit par exploser. Est-ce qu'elle aurait explosé autrement? Peut-être. Mais une forme de réaction à la pression qu'Israël exerce sur les Palestiniens depuis l'occupation de 1967, et plus encore depuis ses gouvernements de droite du XXe siècle, était inévitable, qu'elle ait été déclenchée par le Hamas ou qu'elle soit spontanée. Je pense que quelque chose comme cela, quelque chose aurait fini par se produire, et cela aurait servi de prétexte à davantage de répression. Donc il est trop tôt pour le dire. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être totalement dépourvu d'esprit critique envers le Hamas, franchement. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas critiquer la résistance. Bien sûr qu'on peut critiquer la résistance. Il y a une résistance intelligente et une résistance stupide. Il y a une résistance stratégique et une résistance aveugle. Il y a une résistance qui fait très attention à éviter certaines erreurs. Lorsque le Hezbollah a pris le contrôle du Sud-Liban en 2000, après avoir forcé les Israéliens à se retirer, ils n'ont pas touché un seul cheveu de la tête des collaborateurs avec Israël. Et cela était très, en d'autres termes, ils ont géré le champ de bataille qu'ils avaient conquis d'une manière stratégique. D'accord? C'est l'une des choses qui ont valu au Hezbollah beaucoup de crédit. Ils l'ont perdu plus tard à cause de leur intervention en Syrie. C'est un autre problème. Il existe des actions non stratégiques qui peuvent ou non, ou des actions immorales ou illégales qui peuvent ou non finir par nuire gravement à un mouvement de résistance. Le FLN a commis toutes sortes d'atrocités contre des civils en faisant exploser des cafés et ainsi de suite. Au final, cela a eu un effet qui a pu être négatif ou positif, mais ils ont tout de même libéré l'Algérie. Je pense que le tort causé aux civils israéliens le 7 octobre a gravement nui non seulement au peuple palestinien, mais aussi au Hamas lui-même, et a rendu encore plus difficile leur implication, ce qui doit pourtant arriver, car ils constituent une force dans la politique palestinienne, dans tout futur arrangement pour la Palestine, qu'il s'agisse de gouvernance, de négociation ou de lutte armée. Je pense donc qu'on peut formuler des critiques à l'égard des actions spécifiques de la résistance, sans pour autant nier le fait que la résistance est inévitable, impossible à arrêter. Je veux dire, on ne peut pas l'arrêter à moins de mettre fin à l'occupation et à la colonisation. La résistance continuera sous une forme ou une autre. La seule question est de savoir sous quelle forme et à quel point ces formes sont intelligentes et stratégiques, ou dans quelle mesure elles servent les intérêts de l'occupant et du colonisateur. Et je pense que ce sont là des critiques légitimes, si l'on part du principe que oui, la résistance est en principe toujours légitime. Nous allons nous arrêter là, professeur Khalidi. Ce fut un immense honneur et un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre temps. Un plaisir, Ming. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.